Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, la première vidéo sera consacrée à James Bond, le jeu de rôle. James Bond 007, évidemment. On va pas parler d'un autre, ça sert à rien. Et ben voilà, le cycle des films avec Daniel Craig est fini. J'ai revu avec plaisir, alors que je l'avais vu au cinéma, No Time to Die. Et ça m'a toujours donné envie, moi, quand je vois un James Bond, de me remettre à jouer justement au jeu de rôle, à le maîtriser, puisque je l'ai surtout maîtrisé, je l'ai un peu joué. On va dire, ça a été d'ailleurs une expérience de GDR assez mythique, puisque j'ai complètement foiré ma mission. On faisait le scénario justement que je vais vous présenter, Goldfinger. Et c'est un jeu en plus qui vraiment est tout à fait typique d'une époque. C'est un jeu évidemment des années 80. Voilà, il est paru en 83. Voilà, ça c'est la première édition en anglais. Il y a eu aussi une version la même année sous forme de boîte où il y avait ce bouquin plus donc des fiches de personnages, des dés, etc. qui permettaient, on va dire, d'avoir un jeu clé en main pour pouvoir commencer à jouer. Et voilà, moi c'est un jeu qui m'a toujours passionné de par son univers. J'adore l'univers de James Bond, je ne le cache pas. Pour moi, voilà, c'est un univers d'espionnage vraiment héroïque, si je puis dire. Et le système de jeu justement de James Bond est tout à fait en accord avec cette vision on va dire un peu d'un espionnage, on va dire, je dirais, de carnaval, complètement, on va dire, invraisemblable, où voilà, James Bond arrive à survivre vraiment dans les situations les plus incongrues, les plus irréalistes la plupart du temps. Mais on s'en fiche, ce qui est important, voilà, c'est de vivre de belles aventures, c'est voilà, de pouvoir vaincre le grand méchant, de choper, comment dire, la belle blonde ou la belle brune ou la belle rousse, hein, ça dépend de vos préférences, quelle que soit, on va dire, la situation. Et ce système-là, en tout cas, le permet. Alors donc, comme je le disais, James Bond est sorti en 83 aux éditions Victory Games, donc sous la forme, comme je disais, d'un livre il faisait combien de pages, toujours la pagination de 160 pages environ. Voilà. La version, comment dire, en VO, elle est moins belle quand même que je trouve que celle que nous avons en VF, puisque dans la VO, il n'y avait que des dessins. C'était uniquement, on va dire, des dessins du film. Il n'avait pas eu accès aux photos, là où nous, dans notre version en français, on avait eu accès aux photos du film. Ce qui est quand même plutôt, on va dire, quelque chose de bien, sauf que, évidemment, il est sorti des années plus tard, c'est-à-dire en 88, aux mythiques éditions Descartes. Voilà, ça avait fait quand même grand bruit à l'époque, hein. C'est un jeu qui a été très très soutenu, très très, on va dire, chroniqué, qui a eu beaucoup de scénarios dans Cassius Belli, dans les premiers numéros de Cassius Belli, justement. Et même déjà en VO en fait, hein, il a eu droit à une très bonne couverture. Et donc c'est un système basé sur des pourcentages. Il a été créé par les mythiques profs de maths du GDR, si je puis dire. Donc c'est-à-dire la grande équipe qui fera après les beaux jours de West Ham Game. Ainsi que voilà, Greg Gordon, hein, qui a travaillé sur le système de Torg, qui est vraiment, on va dire, un génie, hein, en termes de création de systèmes de jeu, qui donc donnera encore plein d'autres systèmes. Et je crois qu'il a travaillé aussi normalement sur le système de Paranoia, il a travaillé vraiment tous les jeux West Ham Game d'une certaine manière. Vous verrez qu'il est d'une manière ou d'une autre un petit peu dedans, ou pas loin, on va dire, pour aider. Et voilà. Et donc on a un système qui est, on va dire, simple d'emploi, qui est pas forcément, on va dire, euh, qui coule pas de source, si je devais dire ça ainsi, dans la mesure où donc tout est basé en fait sur une table de multiplication que voici. Voilà. Alors là, il y en a qui vont déjà se sauver, qui disent ah, une table de multiplication, ça me rappelle des mauvais souvenirs de ma primaire. Ouais, bah c'est bon les gars. Ça, si vous n'étiez pas capable de retrouver vos tables de multiplication, on va dire, tout seul comme un grand, et que vous étiez obligé de les apprendre par cœur, c'est que vous n'aviez pas bien compris quand même ce que ça signifie que de faire des mathématiques, quoi. Hein, les mathématiques, c'est pas apprendre par cœur, c'est apprendre des méthodes.
Voilà. Allez, ça, bon, ça c'était mon petit côté prof qui balance une petite pichenette comme ça, voilà, et que dès qu'il y a un rôliste dès qu'il voit des chiffres ou des nombres, ça y est, je suis en courant. Dès qu'il y a une équation, alors là, ouh là 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 là, misère. Non, franchement, c'est pas compliqué. Vous avez donc une chance de base qui est exprimée soit, on va dire, dans le système de jeu, c'est des moyennes de carac en fait, plus bonus pour les compétences, ou la carac en elle-même, hein, si vous n'avez rien du tout, qui est calculée, on va dire, avec une petite formule. Rien, c'est une moyenne. Vous sautez pas, c'est une moyenne, c'est pas grave. Ça ne blesse pas. Et donc une difficulté qui va de 1,5 à 10, sachant que 10 est la plus facile, et évidemment la 1,5 la plus difficile. Voilà, l'échelle de difficulté est dans l'autre sens. Et donc en croisant, on va dire, ces deux facteurs, on obtient un magnifique nombre écrit en chiffres qui vous donne vos chances de base en pourcentage. Voilà. Et on a une deuxième table ici qui vous donne en fait en fonction de vos chances de base la qualité de réussite en fonction évidemment on va dire de l'écart en fait de la tranche dans laquelle vous allez vous trouver au niveau du jet de dés. C'est simple comme bonjour, franchement, il n'y a pas besoin d'aller s'embêter. Donc ça c'est la fiche qui est dans le livre de base français, hein. Ils avaient fait deux feuilles volantes avec des aides de jeu et donc avec la feuille de personnage. Voilà, moi j'en ai trouvé des plus belles, hein, pour quand je joue pour ma propre campagne. Il y en a vraiment des très chouettes justement avec Daniel Craig en couverture si je puis dire, et des feuilles également donc de mission où on peut marquer son matériel, évidemment le matériel qui nous est si gentiment octroyé par le service Q. Voilà, donc ça c'était pour le système de jeu. Pour l'univers, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose tout simplement de jouer un espion. Alors, de rangs différents, en fait, vous avez la possibilité de créer des personnages en fonction évidemment du niveau de campagne que vous voulez jouer et du nombre de joueurs auxquels vous voulez jouer. James Bond est un jeu idéal pour jouer en solo, c'est-à-dire joueur MJ joueur. Mais on peut jouer également avec un niveau agent, donc là où vous aurez moins de points, et niveau recrue, où donc là vous serez vraiment des débutants, mais vous aurez donc que 3000 points de création. Donc le but est de jouer un espion au service de Sa Majesté, au service donc du MI6, qui est donc le principal service secret extérieur, ce qui est le MI5 qui lui s'occupe évidemment du renseignement intérieur, et le MI6 lui normalement qui existe techniquement toujours, même s'il doit avoir changé de nom je crois, ou quelque chose comme ça, un peu comme nos services à nous, ils changent toujours de nom pour essayer de se planquer en fait, quand on les connaît un peu trop, c'est peut-être un petit peu ça. Ah ben non, je crois qu'il existe toujours en fait. Mais bon, voilà, on sait qu'ils sont là, on sait que c'est eux. Et donc, vous devez réaliser des missions au service de Sa Majesté pour protéger le monde libre. Alors évidemment, dans le contexte des années 80, c'était la guerre froide, donc on combattait le vilain soviétique, on combattait le vilain qui voulait s'emparer du monde, conquérir le monde, détruire le monde, enfin bon bref, vous mettez le monde à la fin de votre phrase et le verbe que vous voulez. Je pense qu'à mon avis, ça doit pouvoir marcher. Voilà. Donc, on était dans ce contexte-là. Donc, c'est un contexte vraiment qui veut se rapprocher de l'ambiance plus des films quand même que des romans, sachant que les films, plus on va dans le temps, plus ça s'éloigne évidemment de la logique des romans, puisque à la base, évidemment, James Bond, c'est une œuvre littéraire, donc l'œuvre littéraire de Ian Fleming, qui a donc fait à peu près, donc je crois que c'est une quinzaine, une petite quinzaine de romans, dont une bonne partie en fait ont été adaptés jusqu'à, donc je crois, c'est d'après ce que j'avais vu, jusqu'à, oui, il est mort, comment dire, normalement, Ian Fleming, il est mort assez jeune, hein, parce que bon, il picolait un petit peu comme un trou, il fumait beaucoup, donc et voilà, il est mort dans sa belle villa de la Jamaïque dans les années 5, au début des années 60. Je crois que c'était durant ou pendant le tournage de Goldfinger, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on a eu 5 phases d'acteurs. Donc voilà, Sean Connery donc, a fait les tout premiers films, donc c'est-à-dire Dr No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre. Il reviendra donc pour Jamais plus jamais, qui est en fait on va dire un remake de Opération Tonnerre avec toute une histoire de droit derrière.
Je vous laisse aller voir des vidéos sur le net qui l'expliquent. Il y a des gens, on va dire spécialistes du cinéma, qui le racontent bien mieux que moi. Mais bon, je salue leur travail d'ailleurs, parce qu'ils font vraiment des choses très sympas. Donc il y a eu, ah oui, j'ai oublié On ne vit que deux fois encore pour Sean Connery. Après, donc il y a eu Dangereusement Vôtre, c'est vrai que j'en ai oublié. En fait, il y a eu six James Bond, qui est un excellent James Bond, hein, au service secret de Sa Majesté, donc avec Roger Lazenby. Ou la zombie, je ne sais plus comment on dit, désolé. Donc les diamants sont éternels, le retour quand même de Sean Connery, ce qui fait que quand même il en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Jamais plus jamais, ça dépend, on peut le compter ou pas. Ensuite, il a passé le relais à Roger Moore, qui a donc fait Les diamants sont éternels, Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy. Voilà, et donc Dangereusement Vôtre, le dernier. Après, donc, il passe la main à Timothy Dalton, qui lui va en faire deux, donc The Living Daylight, donc je sais plus, et Permis de tuer, le deuxième. Living Daylight, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle en français, j'ai un trou de mémoire. Ensuite, donc, la licence continue avec Pierce Brosnan, donc il va nous faire l'excellent GoldenEye. Après, les films vont être quand même bien moins bons, donc jusqu'à c'est Die Another Day, le dernier, Meurt un autre jour. Mais là, franchement, la période Brosnan, moi, j'ai pas trop accroché, j'avoue, à part GoldenEye qui était vraiment sympa. Il y avait encore Sean Bean qui meurt dedans. Bon, voilà. Et donc, après, donc, il y a eu la période Daniel Craig qui, moi, était pour moi vraiment le renouveau vraiment de la licence James Bond et qui a apporté un James Bond beaucoup plus réaliste, moins de gadgets, plus, on va dire, plus percutant, plus violent, on va dire, voilà, plus organique, voilà, c'était cher et sang. On avait vraiment quand même quelque chose de très, qui faisait vraiment mal, quoi. On voyait que, voilà, les héros, comme les méchants, étaient vraiment touchés dans leur chair, dans leur esprit, au niveau de tout ce qui leur arrivait. Voilà, on était loin de la période Sean Connery, on va dire un peu, on va dire héros, héros très détaché, vachement patriarcal, vachement, on va dire misogyne. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs. Donc pourtant voilà, c'est carrément, on va dire complètement le rôle. Hein. Bon, Daniel Craig reste assez misogyne, hein, on va dire dans son. Mais je trouve que voilà, il tombe très très vite, beaucoup plus vite, on va dire, de son piédestal. Donc voilà, vous avez, grâce à tous ces films, en tout cas, une source d'inspiration vraiment majeure. Moi, je vous conseille, en tout cas, surtout la période, si vous voulez le jouer de manière, on va dire, la plus proche des romans de Ian Fleming, la période, on va dire, Sean Connery, quand même, parce que la période de Roger Moore, il est très classe, Roger Moore, j'aime beaucoup Roger Moore, mais on va dire, on est plus dans quelque chose de parodique qu'autre chose, même si voilà, il y a tout ce flegme anglais, on va dire cette classe, comment dire, de Roger Moore qui moi j'aime beaucoup. La période, on va dire Timothy Dalton, on retombe dans quelque chose d'un peu plus quand même un peu plus viscéral, mais moi j'ai pas trop aimé, on va dire, la manière dont il jouait. Pierce Brosnan, donc comme je vous ai dit, voilà, c'est pas mon trip. On est trop, on va dire, dans le gadget à outrance, on va dire, et dans des intrigues qui sont pas super bien ficelées, même si bon, il y a de bonnes petites choses, hein, on peut toujours aller y piocher. Voilà. Et surtout la période Daniel Craig qui, elle, c'est un reboot, c'est un cycle qui se tient, donc de Casino Royale, avec donc ensuite Quantum of Solace, comment ça s'appelle, je vais dire Windfall, non c'est pas Windfall, c'est Skyfall, pardon, et donc Spectre, et donc le dernier, pas de temps, donc c'est quoi, c'est pas de temps pour No Time to Die, pas de temps pour mourir, je crois en français, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc vous avez de la source filmique, parce que bon, lire les romans de Fleming c'est quand même beaucoup plus compliqué, et bon, vous serez quand même plus dans une ambiance vraiment d'espionnage des années 50-60, ce qui était en fait le métier de Fleming, hein, c'était un espion à la base, hein, voilà. Donc vous avez le choix en fait de vos degrés de réalisme, parce que le système se prête vraiment bien pour jouer justement du héroïque, et il se prête également très bien pour faire on va dire, de l'espionnage plus réaliste. Le système tient très bien. Moi, je trouve qu'il n'a pas trop vieilli. La liste de compétences est encore très actuelle. Vous pouvez même, on va dire, assez facilement on va dire, l'actualiser en inventant peut-être quelques nouvelles compétences ou talents
qui seront nécessaires dans le système de jeu. Non, franchement, moi je pense que c'est un jeu, il est trouvable vraiment pas cher, au moins le livre de base qui est largement suffisant pour jouer. Il n'y a besoin que de ça. Franchement, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. En plus, il est à l'époque, donc il valait 119 francs. Là, normalement, vous devez pouvoir le trouver pour 15, 20, 25 euros grand max, en bon état. Et franchement, vous avez un système de jeu, certes ancien, mais qui, on va dire, avait le mérite de tenir la route, comme à peu près tout ce que, on va dire, les gens de cette époque faisaient. C'était des systèmes qui, on va dire, pour moi, n'ont pas vieilli. Il y en a qui ont vieilli, hein, il y en a d'autres qui ont très mal vieilli, mais ceux-là, non. Voilà. Alors, donc justement, je passe à la revue de la gamme. Je vais commencer donc par le livre de base, pour vous dire un petit peu ce qui traîne dedans. Alors, donc un livre de 160 pages. Donc en 160 pages, vous avez le système de jeu qui vous est décrit. Donc, comme je faisais moi ma rétrospective de la trentaine de films qui sont sortis. Voilà, vous avez jusqu'à la sortie du film en fait, les affiches du film qui sont au niveau du sommaire, donc ça allait donc jusqu'à Living the Light. Je sais toujours plus le nom en français, c'est pas grave. Une introduction donc avec la note sur on va dire l'œuvre de Fleming, mais bon assez rapide. Le glossaire, les concepts de jeu pour comprendre, et voilà, et des personnages prêts à jouer. Donc vous avez les caracs, donc évidemment de James Bond, de Amia Amasova, voilà, qui est dans l'espion qui m'aimait. Felix Leiter, son copain de la CIA. Voilà, Holly Goodhead, Mary Goodnight. Donc Mary Goodnight, normalement, c'est dans Miss Bonne Nuit. Oui, c'est dans un des Roger Moore. Il faudra que je vois d'où ça revient, parce que là ça revient pas. Ensuite, donc un exemple de jeu, donc je vous donne vraiment un exemple de partie. La création de personnages, donc vous avez 3000, 6000, 9000 points, donc 3000 pour une recrue, 6000 pour un agent, 9000 pour une recrue. Le système est vraiment bien dosé de ce côté-là. Votre personnage est défini donc par 5 caractéristiques, donc force, dextérité, volonté, perception, intelligence, une liste de compétences. Vous avez votre aspect physique, votre poids, qui va vous donner en fonction évidemment de ces caractéristiques-là des points de génération. Ça va vous coûter des points en fait, et ça va vous donner des points de célébrité. Plus en fait vous êtes grand, plus vous êtes remarquable, donc plus on va vous reconnaître. Plus vous êtes petit, pareil, c'est on va dire une sorte d'idiosyncrasie comme ils disent d'ailleurs. Voilà, vous êtes remarquable, on va dire, par si vous n'êtes pas dans la moyenne. Voilà, c'est pareil pour le poids, quoi. Si vous êtes très maigre ou très gros, vous allez être remarquable, et ça va vous donner quelques points, on va dire, de célébrité, donc la possibilité d'être reconnu par un ennemi ou un ami. Ensuite, vous achetez vos caracs. Donc voilà, les caracs, il y a un tableau pour acheter ces caractéristiques. Donc voilà, si vous achetez une carac de 6, ce qui est très très nul, ça coûte 100 points. Par contre, une carac à 15, qui est le maximum dans le système de jeu, ça coûte 1350 points. Donc ça peut aller très très vite. Hein. On remplit ensuite donc vos différentes caracs optionnelles. On peut prendre des faiblesses pour grappiller quelques points, enfin une faiblesse, hein, vaut mieux pas. Il y a des champs d'expérience que vous pouvez également acheter. Donc en fonction des professions, on vous donne également les professions que vous avez pu faire, la profession que vous avez pu faire juste avant de rentrer, on va dire, dans les services d'espionnage. Ça vous donne une liste de compétences et de champs d'expérience qui vous sont conseillés. Donc on a les champs d'expérience qui là, c'est un domaine dans lequel en fait vous n'aurez pas besoin de faire tout simplement de jet de compétences parce que vous êtes calé dans le sujet. Donc voilà, sachant que dans l'ambiance James Bond de base, vous avez connaisseur, c'est-à-dire que vous connaissez, on va dire, la bouffe de luxe, les grands vins, etc. Ça fait partie du décorum, et la compétence photographie aussi qui vous est donnée. Donc vous êtes capable, normalement, vous avez des compétences pour faire des photos, pour pouvoir justement ramener, on va dire, des informations. Alors dans notre contexte actuel, je pense qu'on mettrait plutôt, on va dire, la compétence informatique. Ça serait quand même beaucoup plus, mais elle est déjà dedans, hein, voilà. Mais bon, là c'est une compétence spéciale et il y a premier soin aussi, j'ai oublié premier soin, qui vous permet quand même aussi de vous soigner, on va dire, dans les circonstances, ou de soigner un copain. Et il y a conduite auto aussi, charisme qui est de base. Voilà, et donc ça c'est les trois compétences, malgré tout, dits talents en fait. Ils sont dans une catégorie un peu à part, qui font partie un peu du package de base de votre
de votre agent. Donc après, on a la description de toutes les compétences. Donc voilà, agilité, alpinisme, charisme, combat à distance, combat au corps à corps, conduite automobile, crochetage, serrure et coffre, cryptographie, déguisement, démolition, électronique, équitation, furtivité, interrogation, jeu, nautisme, pickpocket, pilotage, plongée, science, séduction, sixième sens, torture. Ça, normalement, vous pouvez pas le prendre en tant que PJ, c'est uniquement pour les PNJ. Et usages locaux. Oui, parce que voilà, vous jouez quand même des gens bien, même si bon. Quand on voit la période Daniel Craig, je crois que la compétence torture, lui, il l'avait. Enfin, il s'est quand même aussi fait torturer hein, dans Casino Royale. J'aurais pas aimé, comment dire, subir ce qu'il a subi quand il se fait torturer par le chiffre. C'est quand même assez. Voilà, vous verrez la scène. C'est quand même assez. Voilà, ça fait quand même un peu mal. Donc, la description des compétences, comment on les utilise. Donc là, le système de combat, très facile. Voilà, vous avez un système d'initiative, donc c'est une carac d'initiative plus, on va dire, un D6. Là, sur ce point, ils ne sont pas trop embêtés hein, sur le système d'initiative. Et un système, on va dire, aussi de vitesse et de dégainer, hein, pour savoir qui dégaine son flingue en premier. Ça peut toujours être bien. Et en fonction de la qualité de réussite, vous avez une table unique au niveau des combats qui vous donne, en fait, en fonction de la classe de votre arme, classe de dégâts de votre arme, qui va de A à L. Alors parfois même, ça peut être plusieurs lettres. Ils vont mettre par exemple pour les armes automatiques et les armes vraiment très puissantes, K x3, J x3, etc. Ça veut dire que vous subissez 3 blessures en fait de cette catégorie. Et on croise donc comme toujours la qualité de réussite avec la lettre, on va dire, du code de dégâts. Et ça va vous donner une blessure qui va de juste étourdi jusqu'à mort, donc en passant par blessure légère, blessure moyenne, blessure grave, coma. Voilà, donc c'est des niveaux de santé comme on avait dans Star Wars par exemple. Je vous rappelle, c'est les mêmes concepteurs. Hein. Le concepteur du système de jeu de Star Wars D6, c'est le même. Voilà. Donc on retrouve, on va dire, pas mal d'idées également là-dedans. Donc on a comment dire, les petites précisions là-dessus, l'accumulation des dégâts, les dégâts au corps à corps, le combat à distance, voilà, le système de course-poursuite, qui est vraiment le point fort du jeu par-dessus tout. Donc avec un super système très réaliste, on va dire, je dis pas réaliste, mais en tout cas, on va dire ludiquement satisfaisant en termes on va dire de mise en scène, puisque vous allez en fait à chaque tour tenter une manœuvre. Et chaque manœuvre en fait a une difficulté c'est vous en fait qui allez faire une enchère de difficulté. Donc vous proposez votre manœuvre, l'autre propose sa manœuvre, et vous allez faire une enchère de difficulté. Vous allez baisser la difficulté petit à petit. Celui qui remporte l'enchère tente sa manœuvre. S'il la rate, il a comment dire une manœuvre de sécurité à faire avec une difficulté fonction de la manœuvre qu'il a choisie. Et soit on va dire si vous ratez, c'est l'accident. Si vous réussissez, vous réussissez votre manœuvre, elle s'accomplit. Et donc l'autre essaye lui sa manœuvre à on va dire la difficulté qui était la dernière qu'il avait proposée. Et on voit. Ce qui est vraiment plutôt sympa. Donc vous avez les manœuvres de simple, fuite-poursuite, force, donc vous essayez de passer en force et bim dans ta gueule. Virage serré, demi-tour, cascade. Donc là ça rassemble un petit peu toutes les manœuvres spéciales que vous pouvez faire. Les règles donc sur les accidents avec donc la table spéciale pour les accidents et donc les blessures que vous subissez en fonction de cela. Le mode filature, l'interaction avec les PNJ, donc l'utilisation des compétences on va dire, voilà, de persuasion, d'interrogation, de torture, de séduction, et comment voilà, ça se fait dans le jeu, même si vous pouvez techniquement le faire en RP. Le chapitre donc sur les jeux de casino, la célébrité, comment ça se comment dire, se goupille dans le jeu. Vous voyez, c'est en plus, franchement, c'est sur une page, il n'y a pas besoin d'aller. Donc, est-ce que votre personnage va être reconnu? Et l'utilisation de ce qui fait le jeu, enfin, ce qui fait du jeu vraiment un jeu particulier. Les points d'héroïsme qui donc permettent, en fonction de. C'est vous qui dosez en fait en tant que MJ. Il y a un guide qui vous dit combien en donner. Donc, normalement, ils en ont 5. Mais si vous voulez vraiment que vos personnages fassent des prouesses techniques impensables, donnez-leur 10 points d'héroïsme, et là vous allez avoir une partie où franchement, même s'ils sont de niveau agent, ça va dépoter. Et bon, moi j'ai souvent joué avec une paire de 0-0, et franchement, ils s'en sont pris plein la tronche, mais ils ont claqué du point d'héroïsme à fond les ballons.
Et voilà, c'est le but, hein, c'est de faire vraiment des scénarios où il y a de la tension, où il y a des, on va dire des challenges et des choses, on va dire, improbables qui peuvent se passer. En tout cas, ils se souviennent très très bien des grenades dans les cages d'escalier. Ça les a généralement, ça leur a fait très très mal. Je m'en souviens encore et eux s'en souviennent aussi. Le système d'expérience, donc comment dépenser ses points d'XP pour augmenter de rang. Et on peut augmenter de rang en fait en fonction de, si on recalcule le personnage en fait, on peut augmenter de rang en fait techniquement dans le jeu. Bon, faut quand même jouer beaucoup, hein. Mais bon, voilà, généralement si vous jouez en 0-0, vous êtes déjà au rang ultimate, donc voilà. Donc, comment on utilise les points d'XP, je le disais. Après, la description de base de l'équipement qui sera complétée par un supplément, donc le manuel Q, que je vais vous montrer après. Donc, les armes de base, donc qui commencent à être un peu vieillottes, hein, donc là il faudra un petit peu peut-être remettre à jour par rapport aux armes un peu plus modernes. Bon, globalement ça peut passer quand même, hein. Il y a plein d'armes en fait anciennes, des anciens modèles qu'on utilise en fait toujours aujourd'hui. Les véhicules, donc c'est souvent ceux qu'on voit dans le film évidemment. Les gadgets et autres, on va dire, améliorations de véhicules. L'art d'être le maître du jeu au chapitre 12, on vous explique comment mettre en place une mission, comment préparer votre scénario, comment on va dire, faire vivre une mission. Voilà, les différents poncifs. Donc on va commencer par, souvent dans les scénarios James Bond, donc une scène d'accroche, dite in medias res. Après, donc, on a le briefing. Après, on a la rencontre, on va dire, des contacts qui vont donner des informations, des alliés, etc. Bon, en passant, évidemment, après le briefing, il y a la phase, je vous donne, on va dire, les gadgets qui vont éminemment vous servir pendant le scénario. Il faut qu'ils servent, évidemment, hein, ça fait partie un peu des codes. Et après, évidemment, on enchaîne les scènes où on poursuit, on va dire, l'ennemi pour essayer de déjouer ses plans. Voilà, globalement, c'est toujours à peu près la même structure de scénario. Euh, on n'en décarte pas vraiment en fait avec un épilogue évidemment avec une scène d'action finale qui normalement doit me faire monter la tension jusqu'à son paroxysme, le fameux on va dire justement climax comme on dit dans le milieu. Donc les tables pour créer des PNJ, donc ça c'est bien, il y en a pas mal, hein, donc si vous n'utilisez pas on va dire les ennemis qui vous sont proposés dans le livre de base, le système de rencontre avec les PNJ, comment gérer tout cela. Un chapitre évidemment sur la description du MI6, voilà, du MI6, comment ça fonctionne avec tout son personnel, donc on vous décrit M, donc version, c'est vraiment vieille version, hein, c'est pas la version moderne, avec les acteurs, mais bon c'est les mêmes, hein. Le background de James Bond. Dans la version de base, il y avait donc le tarot parce qu'ils n'ont pas pu reproduire donc le spectre à l'époque. Mais par contre, il y a un supplément, un jeu des cartes plus, je ne sais plus lequel ça doit être. Alors c'est peut-être le numéro 1 si mes souvenirs sont bons, ou sinon c'est le 2. Où ils décrivent justement dedans le spectre. Parce que là, pour des raisons de droit, ils ne pouvaient pas reproduire donc, le spectre. C'est tout ce que j'avais compris. Les alliés et ennemis, donc voilà, vous avez Amia Amasova, Kerim Bey, Tracy Band, voilà, la comtesse, au service secret de Sa Majesté, vraiment toutes ces choses-là. Les méchants, après, on est au niveau, donc bah voilà, il y a Hugo Drax par exemple, le fameux Jaws, évidemment, voilà, inimitable. Donc Kananga, Christatos, Emile Leopold Locke, Oddjob et Goldfinger, Scaramanga, voilà, Karl Stromberg, donc dans L'espion qui m'aimait, T.I., voilà, c'est enfin celui qui se passe en Louisiane, son nom m'échappe. J'ai un léger trou de mémoire, hein. Ça va me revenir. Je regarde, c'est Vivre et laisser mourir, voilà, Live and Let Die, avec un magnifique générique de Paul McCartney et les Wings, éventuellement. Les villes pour James Bond, donc on vous décrit sommairement des villes qui peuvent vous servir de cadre de jeu. Donc on a Hong Kong, Londres, Nassau, Paris, il reste Rio de Janeiro, Tokyo, et je crois que c'est tout. Des tables pour les durées de voyage, en avion, en train, etc. Et un petit scénario d'introduction
l'île du Docteur No, qui peut donc en plus être joué en solo. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'est un peu plus d'une centaine de paragraphes. Et on termine par la feuille de personnage. Et comme je vous ai dit, elle est détachée. Et donc, vous pouviez, en tout cas à l'époque, la photocopier facilement. Alors, le reste de la gamme. Donc, c'est surtout des scénarios. Il y a quelques suppléments de fond, mais on a surtout affaire à des scénarios qui sont les scénarios du film ou des scénarios de création originale. On en a eu très peu de scénarios de création originale. Il y en a eu beaucoup plus en anglais, ce qui veut dire que là, ce que je vous propose au niveau de la gamme en français, ça représente qu'à peu près un tiers de ce qui existe en vérité. Donc on a déjà Docteur No, évidemment. Donc par contre, attention, chaque scénario qui est tiré du film, il change quand même des éléments de l'intrigue pour que, même si vous avez vu le film, vous puissiez le jouer malgré tout. On retrouve, on va dire, la même ambiance, les mêmes personnages, les mêmes lieux, mais l'intrigue n'est plus exactement la même. Donc vous ne faites pas avoir. Chaque scénario qui fait environ... je crois que c'est une soixantaine de... 40 pages, avec plein d'aides de jeu en fait. C'est surtout les aides de jeu qui sont, on va dire, le grand... le grand point fort, on va dire, de ces scénarios. Donc ils sont très très bien fichus. C'est un peu présenté en fait plus comme des bacs à sable à chaque fois. Donc vous avez la présentation de l'intrigue, ensuite la présentation des personnages joueurs. Comme je vous dis, donc là il y a surtout les illustrations qui étaient des dessins, mais on a rajouté des photos du film parce que eux ils avaient visiblement le droit de le faire, alors que dans la VO ils n'y étaient pas. Donc voilà, vous allez pouvoir refaire tout cela tranquillement, très très tranquille. Voilà, ça me fout encore en l'air ma colorimétrie parce que c'est trop bleu. C'est génial. Merci ma caméra. Et donc, hormis donc Doctor No, il y a également Goldfinger. Donc celui-là, je l'ai joué. Franchement, vous ne faites pas avoir. Moi, je me suis bien fait avoir. Donc toujours un scénario. Là, il est peut-être un tout petit peu plus épais. Ouais, celui-là, il doit faire un peu plus une cinquantaine de pages. Donc voilà, c'est des scénars un peu datés, mais il n'en reste pas moins intéressant pour vous lancer si en plus vous avez des gens qui veulent découvrir l'univers de James Bond. Un scénario original, L'homme au doigt de Midas, qui est donc la suite, en fait, c'est Goldfinger 2. Donc c'est le retour, on va dire, de Goldfinger. On ne sait pas dans quel état exactement, mais bon, visiblement, il a quand même réussi à survivre au premier opus. Toujours donc avec les aides de jeu et donc toute une intrigue évidemment avec des lieux très, très originaux. Donc là on a le droit évidemment à encore à des dessins, des dessins un peu dans ce style là, à savoir que au niveau des lieux, comment dire, où ça se passe, donc là ça se passe au Mexique pour l'essentiel de cette version, et en Espagne. Voilà. Donc vous avez une intrigue là complètement originale en français, c'est la seule. C'est la seule qui a été traduite. Voilà. Vivre et laisser mourir, donc si vous voulez faire revivre cette terrible intrigue voilà, dans les bayous de Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Vous avez la description justement de la Nouvelle-Orléans. C'est plutôt sympathique aussi. Et celui-ci, c'est l'un des seuls où vous pouvez le jouer soit version réaliste ou version ésotérique, si vous considérez que le vaudou est on va dire, est réel dans le monde de James Bond. Donc c'est vous. Là, vous avez vraiment le choix de la tonalité. Bon, par contre, si vous le jouez en version ésotérique, je crois que les personnages vont avoir très mal. Parce que affronter Baron Samedi, c'est... J'en tousse. Tellement ça va être compliqué. Octopussy, que je connais beaucoup parce que celui-là je l'ai fait jouer, pas en entier mais je l'ai fait jouer. C'était en plus un de ceux que j'aimais bien quand j'étais un peu plus jeune. Bon, maintenant j'ai un regard un peu plus critique quand même sur le film, donc là pas mal non plus. Voilà, cette histoire, on va dire, autour du vol, comment dire, des œufs de Fabergé et tout. Moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et donc, vous avez tout pour revivre cette aventure, donc Londres et l'Inde juste après. Voilà, et donc ça, c'est pour revivre vraiment une histoire le film n'est pas extraordinaire, donc, vous
voyez, les eaux de Fabergé justement en question. Mais ça offre quand même de bonnes perspectives de jeu. Et le dernier scénario qui est paru dans la gamme, Dangereusement Vôtre. Donc là, bah, vous avez la possibilité de rejouer à Paris justement, de faire la fameuse poursuite sur la Tour Eiffel. Et puis après, donc, vous avez la description également de San Francisco, avec donc le terrible plan, on va dire, de Max Zorin, avec également donc Mayday qui était joué donc par Grace Jones à l'époque. Franchement, ça rappelle des très très bons souvenirs, hein. Celui-là est vraiment très très bon en termes de, je pense, d'action et on va dire, de proposition au niveau, on va dire, scénaristique. Celui qui a, je pense, l'un des plus forts potentiels de tous. Et là, c'est juste un peu mon avis personnel. Alors après, au niveau des suppléments de fond, il y avait donc le manuel du service Q, voilà, qui lui vous proposait sur quelque chose comme 110 pages. Donc des armes évidemment, donc là on avait des armes toujours années 80, mais comme je vous dis, hein, elles sont pas périmées, hein, elles sont encore utilisées, des gadgets à foison, voilà, pour que vos personnages joueurs puissent, on va dire, être équipés. Donc là des B5, voilà, que moi je me suis offert il y a très très peu de temps, voilà, en Playmobil. Le modèle est très très bon. Franchement, si vous êtes un nostalgique, vous pouvez vous l'acheter très cher en Lego ou moins cher en Playmobil. Les véhicules, évidemment, sont décrits, dont en particulier Lotus Esprit, donc là c'est dans l'espion qui m'aimait, qui peut se transformer donc en sous-marin. Voilà, les bateaux également, hein. Donc après toutes les modifications de véhicules, en particulier on voit la modification avion pour la voiture de Scaramanga dans l'homme au pistolet d'or, qui est pas mauvais non plus d'ailleurs, hein, je vous rappelle. En plus, voilà, l'ennemi c'est quand même Christopher Lee, il a trop au top la classe. Les différents gadgets, donc le parapluie, les gadgets électroniques, voilà, vous avez à peu près tout. Le micro-espion caché dans une olive, dans le cocktail, vous avez vraiment tout. Et l'histoire ensuite du service Q, donc avec le background, même si on l'avait déjà un petit peu dans le livre de base, donc de Q, plus on va dire de tout son personnel. Donc ça vous permet quand même de faire des petites choses autour du service Q si vous avez envie, on va dire, de développer un petit peu l'aspect et pas être on va dire toujours dans la modalité où Q va être là juste pour donner des gadgets. Et des règles et conseils pour créer de nouveaux équipements sur la fin, voilà, avec des appendices qui vous rassemblent en fait toutes les données techniques sur les armes, les véhicules, etc. Donc ça c'est quasiment un indispensable, hein. Si vous achetez le bouquin de base, c'est quand même bien, on va dire. Il y en a un qui est disponible gratuitement sur le net, qui est un manuel Q qui a été fait par des fans, qui est assez facilement trouvable et qui vous donne en fait du matériel un petit peu plus moderne, qui permettent de jouer donc dans le contexte de James Bond. Donc si vous n'arrivez pas à le trouver, bon, et je pense que toute la gamme James Bond est pas trop compliquée à trouver et pas trop chère. Ensuite, le supplément, pour votre information, donc un supplément un petit peu, on va dire, je dirais, fourre-tout, avec plein de choses, mais plein de choses intéressantes malgré tout. Donc, comment incarner son personnage, voilà, les faiblesses, les champs d'expérience, les préférences, manières et particularités, la création d'une campagne aussi, donc comment faire des scénarios, on va dire, qui se suivent, la création d'aventures. Donc là, on vous propose tout un système modulaire avec des jets de dés pour dire voilà, on va créer une aventure sur le pouce, comment gérer les voyages, le combat tridimensionnel. Donc là c'est des règles pour donner un petit peu plus de corps, on va dire à votre aux descriptions en fait de vos scènes de combat si vous le souhaitez. C'est pas compliqué, mais bon, c'est pas d'une utilité foudroyante. Les règles sur le lavage de cerveau, donc comme je vous dis, hein, c'est plein de petits articles. L'infiltration et les imposteurs, voilà, les missions sous couverture, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous avez vu d'ailleurs la série d'espionnage qui est excellente, le Bureau des légendes, on est vraiment là-dedans. Et moi, c'est peut-être un aspect, comment dire, que je mettrais probablement en place dans une campagne un peu plus moderne de James Bond.
Les services de renseignement mondiaux, donc on a la description du CIA évidemment, de la DIA, la NSA, du FBI, du KGB pour l'époque, évidemment, je rappelle que le supplément date des années 80. Donc les services aussi de la Chine, de la France, de l'Allemagne, et des PNJ supplémentaires, donc ceux qui n'étaient pas dans le livre de base. On a l'occasion donc d'avoir tous les PNJ qui manquent. Donc là par contre, on les a avec, non pas avec des photos du film, mais avec donc des dessins. Voilà. Donc ils nous décrivent en fait la plupart des PNJ. Bon, il y en a qui sont repris des scénarios, pour ceux qui n'avaient pas été décrits dans le livre de base. Et donc voilà, vous avez quand même accès à pas mal de... Voilà, à tous ces PNJ là en plus. Et donc des villes supplémentaires. Donc on a Amsterdam, voilà, comme dans les diamants sont éternels. Athènes, donc Athènes là c'est dans rien que pour vos yeux, avec Carole Bouquet. Berlin, donc Berlin c'est dans justement Octopussy, hein. Il y a une scène aussi qui se passe normalement à Berlin d'après mes souvenirs. Bombay, donc toujours pour Octopussy. Le Caire c'est dans lequel? C'est pas dans le 1617, hein. Je ne sais plus pour le Caire. Istanbul c'est dans comment dire, Le monde ne suffit pas avec Pierce Brosnan, où la scène finale se passe à Istanbul. Las Vegas, pareil, c'est dans Les Diamants sont éternels. Moscou, je sais plus quand est-ce qu'il y a. Nairobi, alors là, pareil. New York, c'est donc dans Vivre et laisser mourir. Rome, je sais plus, Rome. C'est dans. Si, il y a un Daniel Craig où il est à Rome, je crois. Il faudrait que Enfin, il est à Venise, ça c'est sûr. Mais... Donc, voilà, des villes en tout cas qui font partie un peu de l'univers James Bond. Istanbul, il y a aussi Daniel Craig qui y est après. En effet, donc c'est dans Spectre. Non, Spectre c'est au Mexique. Je crois qu'il y a aussi un moment où il est à Istanbul. Bon, bref, il vient un peu partout dans le monde, donc c'est un peu difficile de se souvenir exactement de tous les décors. Et un additif au manuel Q, donc avec plein de gadgets. Voilà. Donc ça, c'est un supplément vraiment qui est pas, on va dire qui est tout à fait dispensable, hein. On peut s'en passer, mais ça peut être bien, ça apporte, on va dire, des petites choses si vous voulez créer vos propres scénarios. Et enfin, le dernier supplément de fond, Adversaire, où là, on vous propose en fait purement et simplement des organisations et un grand méchant à chaque fois avec ces différents groupes acolytes, etc. Donc vous avez Cartesia, la forteresse Cartesia, Étienne Buonvisi, Féolina Vandemer, Lyndon Parkhurst, Franz Kleiner, Octavia Prozinski et Pierre Larose. Voilà. Donc c'est des méchants vraiment créés pour l'occasion, avec chacun évidemment leur propre spécificité, voilà, leur propre également QG, on va dire, avec les plans et tout. Donc vous avez vraiment tout qui est quasiment clé en main. Vous n'avez plus qu'à faire vraiment une intrigue autour de cela. Et franchement, c'est presque une aventure clé en main. Voilà, donc le méchant en question, à chaque fois vous est décrit avec ses spécificités. Donc lui, monsieur, il aime bien, on va dire, sa canne gadget. Franz Kleiner, voilà, qui lui... Octavia Prozinski, donc là on est plus dans un peu le mouvement terroriste. On a le politicien aussi, donc qui vous est proposé, Pierre Larose, voilà, qui lui est plus, on va dire, dans la manipulation politique. Donc vraiment on a plein on va dire, de modalités différentes. Il y a le Smersh également qui est décrit, qui n'était pas décrit en totalité, qui fait quand même bien partie malgré tout du background de James Bond, puisque le Smersh, il est, on va dire, opposé au Smersh, enfin au Spectre, et au Smersh aussi ça va me revenir. C'est une ancienne du Smersh qui est donc donc c'est le Bon baiser de Russie. Voilà.
avec donc des agents après qui évidemment font défection pour le spectre, etc. Donc ça c'est pour la petite histoire. Voilà, avec donc les différents agents, et après donc le dernier, l'homme marqué. Voilà. Qui est aussi donc une proposition, et plein d'aides de jeu évidemment pour ça. Donc ça c'est un supplément. Pareil, c'est pas obligatoire, mais ça serait quand même dommage de s'en passer parce qu'il est vraiment très bon. Parce que vraiment, si vous voulez faire des aventures originales qui sortent, on va dire, des films, c'est plutôt intéressant. Après, donc il y avait un supplément dit l'équipement en boîte. C'était la seule boîte qui avait été éditée en français. Dedans, il y avait l'écran de James Bond, qui est vraiment pas terrible. Il n'est pas très beau, mais il est utile. Donc avec des tables du côté des joueurs, ce qui est jamais, on va dire, très saillant, mais c'est utile. Et toutes les tables de James Bond. Donc avec l'écran seul, vous pouvez largement, sans avoir besoin de vous référer au livre de règles, vous pouvez largement maîtriser le jeu. Et ensuite, il y avait des blocs de feuilles divers et variés. Donc voilà, un facsimilé à photocopier pour faire des aides de jeu et faire des rapports de mission et des rapports rapports de briefing. Vous aviez la feuille de personnage, que moi je trouve, elle est beaucoup plus sympa que celle de base. Il n'y avait pas que les feuilles de perso, il y avait aussi donc les feuilles de mission, évidemment, qui étaient dedans. Feuilles de mission, voilà. Donc vous pouviez écrire tout l'équipement, parce que vous changez d'équipement en fonction de la mission, évidemment. Et à la fin, vous aviez également des facsimilés pour écrire, on va dire, vos rapports, vos notes, etc. C'était plutôt sympathique, hein, ça permettait, à la limite, vous pouvez faire des photocopies comme ça de cette feuille et permettre aux joueurs justement d'écrire leurs notes de mission, de faire leurs notes de campagne même. C'était plutôt stylé. Et donc, en dehors du livre de base en français, en anglais, qui date donc de 83, il y a également un supplément que j'avais pris en anglais, que j'avais réussi à trouver, que j'avais trouvé intéressant, Training Locations, qui est en fait la description de plein de lieux et d'endroits, donc des villes. Donc par exemple, voilà, les casinos, voilà, donc avec la description du casino de Monte-Carlo, qui est quand même, on va dire, assez connu. Voilà, donc on a toute la description de ces lieux pour en faire des lieux de jeu à part entière. Par exemple, voilà, avec la description également de la ville de Monaco. Donc, si vous n'y êtes jamais allé, allez-y. Hein, y a quand même un très très bon. En dehors justement du casino, du fameux casino que l'on connaît, il y a quand même le musée océanographique qui est très très beau. Et il y a aussi, on va dire, un très très beau jardin japonais que je vous conseille d'aller voir. Bon, après, si vous êtes fan de bagnole, vous avez aussi les concessionnaires de voitures de luxe. Hein. Bon, ça, c'est votre problème. Et ça fait très James Bond quand même. Donc voilà, Monaco à l'époque, hein, donc c'est 13 années 80 évidemment. La description également du MGM Grand Hotel, etc. Donc là, les hôtels, donc le MGM Grand Hotel, donc ça c'est celui de... ça doit être probablement celui de Las Vegas, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien celui de Las Vegas. Je ne dis pas. L'Oriental, voilà, le Mandarin. Les grands hôtels à travers le monde, voilà, avec des sections couleurs quand même à chaque fois, c'est plutôt sympathique. Des PNJ toujours, les restaurants également, donc la taverne on the Green, par exemple, le Maxwell Plum. Alors il y a plein de, je ne sais même pas si c'est des restaurants qui existent encore, il faudrait revoir. Mais bon, il y a voilà, plein de restaurants en clair que vous pouvez également utiliser comme exemple pour vos scénarios. Les trains aussi, les trains meeting. Donc évidemment, il y a l'Orient Express, le Venice Simplon Orient Express. J'aimerais bien prendre un jour pour aller jusqu'à Venise. Il existe encore, hein, mais c'est pas donné. Hein, franchement, c'est un, on va dire, en dehors de James Bond, c'est surtout, on va dire,
du fait de la campagne Cthulhu l'Orient Express, que j'aimerais bien le prendre une fois pour me dire je l'ai fait. Bon, j'ai pas rassemblé les différents morceaux de l'idole de Sedefkar, mais bon, au moins je l'aurais fait, quoi. Voilà. Ensuite, les navires également, les bateaux de plaisance, bateaux de luxe, que vous pouvez également prendre, qui peuvent être aussi donc de très très bons lieux. Alors c'est daté évidemment, il y a des bateaux de plaisance maintenant qui sont largement mieux, mais ça permet de se donner une idée quand même de ce que c'est, et c'est toujours clé en main. Donc ça c'est un supplément qui est utile aussi pour avoir la possibilité de créer également, encore toujours dans la perspective de créer ses propres campagnes, ses propres scénarios, ses propres missions. C'est un supplément donc de combien il fait 150 pages environ, qui est quand même bien utile. Voilà, ouais, je crois avoir fait le tour de tout cela. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de vous remettre à James Bond. Franchement, vous auriez tort de vous en priver si vous cherchez un système simple pour faire de l'espionnage, sachant que, comme je vous dis, vous pouvez le doser plus ou moins réaliste, plus ou moins vraisemblable, plus ou moins héroïque. Le système de jeu s'y prête vraiment bien. Vous prenez pas la tête. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le contexte de James Bond. Moi, quand j'y joue, je l'utilise pas vraiment en fait. Ils n'ont jamais rencontré James Bond. Ils savent peut-être qu'il existe quand même dans l'univers, mais bon, ils vivent leur propre vie. Ils font leur propre mission, leur propre, on va dire, boulette, et on rigole bien. J'en fais pas très souvent, mais ça reste malgré tout une valeur sûre dans ce créneau. S'il y avait vraiment un jeu que je voulais conseiller pour faire de l'espionnage, hormis, on va dire, que si vous utilisez Delta Green, vous pouvez évidemment, et là c'est de l'espionnage fantastique, c'est possible également. Mais voilà, ce système-là fonctionne toujours bien selon moi et mérite, on va dire, d'être toujours utilisé, d'être en tout cas essayé pour voir que vous pouvez toujours faire quelque chose de plutôt sympathique avec, si vous n'êtes pas allergique au pourcentage. De toute façon, voilà, sinon vous utiliserez le basic role-playing et c'est aussi du pourcentage. Donc on ne sera pas vraiment très, très dépaysé d'une certaine manière au niveau, on va dire, de la mécanique de résolution, quoi, des actions. Voilà, donc c'était Magna Magister pour la gamme James Bond. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, qui a compté énormément pour moi dans ma jeune carrière de MJ, surtout dans les années 90. Et donc voilà, c'est un univers qui, aussi, surtout filmiquement parlant, mais toujours très cher. Certains diront, voilà, c'est ringard James Bond, il y en a marre, franchement c'est n'importe quoi. Bah, regardez, vous verrez bien, vous verrez que vous passez toujours un très très bon moment à revoir un James Bond. J'ai revu Goldfinger il n'y a pas très très longtemps, j'ai été enchanté. Donc j'ai revu aussi No Time to Die, pareil. Je trouve qu'à chaque fois ça se tient plutôt bien. Bon, il y en a des moins bons, hein, évidemment, comme je vous ai dit, il y en a que j'aime beaucoup moins, des périodes, des acteurs que j'aime moins. Mais ça reste malgré tout une valeur sûre pour, on va dire, émuler un jeu d'action, un petit peu d'espionnage, mais on va dire sur les bords. Si vous voulez en tout cas rejouer dans l'ambiance des films, ce système-là est toujours d'actualité, pour moi en tout cas. Voilà, c'était Magna Magister pour les vieux jeux qui méritent, on va dire, qu'on les remette à l'honneur. Et donc là, c'était James Bond, et je vous dis à bientôt, et suivez les autres vidéos qui vont arriver dans la semaine. Mettez des pouces, des commentaires, voilà, si vous avez des vieux souvenirs de James Bond, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est là pour en bavarder, on est là pour, on va dire, se rappeler nos beaux moments nostalgiques de maître du jeu, de joueur. C'est avant tout ça, on va dire, la raison d'être et la fonction de la chaîne Tabula Rasa. A bientôt, salut!